Le 11 décembre 1960, plus qu'un événement qui a marqué l'histoire de la guerre de libération nationale, c'est un tournant décisif dans le processus révolutionnaire déclenché le 1er novembre 1954. Il s'agit d'une journée au cœur de l'histoire, très particulière, lors de laquelle le peuple algérien, à travers l'ensemble des villes algériennes, s'est soulevé pour exprimer son soutien, tout son soutien à la démarche du Front de Libération Nationale et au gouvernement provisoire de la République algérienne. Dans toutes les villes, le même sentiment avait animé les foules qui ont bravé la mitraille et les intimidations des ultras de l'Algérie française, celui d'en finir avec le colonialisme et de faire échec à toutes les tentatives qui visent à remettre en cause la stratégie du Front de Libération Nationale et du GPR. Le 11 décembre 1960, c'est aussi le peuple algérien dans son immense majorité qui a dit non, 1000 fois non au général de Gaulle et à sa volonté d'imposer une troisième voie synonyme de soutien à une indépendance factice et de faire de l'Algérie un vassal de la France. Avant de s'étendre à toutes les villes algériennes, les manifestations ont commencé le 9 décembre à Ain Timouchet, où le chef de l'État français justement devait entamer une visite de 4 jours en Algérie pour faire la promotion de son projet néocolonialiste dénommé alors Algérie algérienne. Le peuple algérien qui clamait haut et fort son droit à l'autodétermination a pu répondre à ce slogan par un autre plus éloquent, Algérie musulmane. Un slogan répété à Oran, à Alger, Constantine, Tiaret, Sidi Bel Abbès et dans d'autres villes. Un slogan qui s'inscrit en faux par rapport à celui des gaullistes et celui des ultras défenseurs de l'Algérie française. Algérie musulmane, plus qu'un slogan, traduit la volonté d'un peuple dont les clameurs sont entendues dans les couloirs de l'ONU à Manhattan, où justement sera votée le 19 décembre 1960 la résolution reconnaissant au peuple algérien le droit à l'autodétermination, et dans le sillage de cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU de décembre 1960, une autre résolution a été adoptée, la résolution 1514, qui prône le principe du droit des peuples à l'autodétermination. Le 11 décembre 1960, et pour reprendre la phrase d'un historien allemand, un bien fou politique et diplomatique au colonialisme français. Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Nous allons évoquer ce soir dans le cadre de cette édition un moment important de notre histoire, un tournant majeur dans l'histoire de la guerre de libération nationale. Il s'agit de revenir sur les manifestations du 11 décembre 1960 lorsque les Algériens sont sortis massivement dans les rues des grandes villes algériennes pour dire une fois encore que l'Algérie n'est pas française. L'Algérie était française. L'Algérie ne sera jamais française. Le peuple algérien va également renouveler tout son soutien au Front de Libération Nationale et au gouvernement provisoire de la République algérienne. Pour revenir sur ce moment important, très important de notre histoire, j'ai le plaisir de recevoir un intellectuel, un écrivain, j'ai nommé Ahmed Benzliha. Monsieur Ahmed Benzliha, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de Merci, la mémoire. Bonsoir, je vous remercie de votre invitation qui me donne d'abord l'occasion de vous saluer et à travers vous de saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs. Merci. Un tournant majeur de notre histoire, le 11 décembre 1960. Absolument. C'est un tournant majeur politiquement, je dirais. C'est un tournant majeur socialement. C'est un tournant majeur historiquement. Le pourquoi est que ces événements
interviennent à un moment particulier de l'histoire de la guerre de libération nationale, au moment où la question algérienne était examinée au niveau des instances de l'Organisation des Nations Unies, au moment où, par des diverses manœuvres, le pouvoir français, représenté par Charles de Gaulle, disons, manœuvrait pour asseoir cette soi-disant troisième voie, sinon une autodétermination dans le cadre d'une Algérie algérienne dont les prémices étaient, je dirais, la préservation des intérêts français. Et donc, voilà un moment historique extraordinaire que ce 11 décembre, que j'espère nous aurons à examiner et à en tirer les leçons qui s'imposent. Alors, une autre question générale, donc elle concerne le peuple va surprendre et les ultras de l'Algérie française, mais les amis de Charles de Gaulle et même les dirigeants du Front de Libération Nationale à l'époque. Oui, vous savez, les forces colonialistes pensaient avoir, entre guillemets, selon leurs propres expressions, maté la rébellion, en particulier à Alger, après une bataille qui fut tout à l'honneur des résistants algériens et au déshonneur, rappelons-le, des forces armées françaises qui n'ont pu remporter une soi-disant victoire qu'en ayant recours systématiquement à la torture et à la lâcheté, dynamiter par exemple l'abri où étaient cachés nos braves résistants, y compris un jeune enfant, était un sommet, je dirais, de l'ignoble. En tout cas, le peuple algérien a su donner une réponse ferme, claire et nette de son engagement autour de l'idéal de l'indépendance, mais aussi et surtout autour du FLN, de l'ALN et du GPR. Du GPR. Alors, on est dans un contexte, vous l'avez souligné d'ailleurs, où Charles de Gaulle, après les fameuses opérations Charles de 1959, où vraiment les maquis étaient décimés, donc affaiblis. beaucoup affaiblis. Et là, il va proposer, en septembre justement 1959, il va prononcer un mot, donc l'autodétermination. Oui. Sans donner des explications. Dans sa tête, il voulait manœuvrer justement Absolument. Pour mettre en place ce projet d'indépendance dans le cadre de dépendance, comme c'était le cas pour certains pays africains à l'époque. En fait, Charles de Gaulle avait utilisé le mot autodétermination dans un cadre bien précis. Ouais. C'était d'abord de sonder un peu non pas les Algériens, mais d'abord les partisans de l'Algérie française. C'est donc un premier mouvement de la part de Gaulle. Le second mouvement, c'est de voir un peu si ses adversaires sur le terrain, c'est-à-dire l'ALN et le FLN, pouvaient être dépassés et qu'il ait l'occasion, disons, non seulement de manœuvrer, mais de négocier avec une troisième force. À l'appui de cette approche, je citerai par exemple l'échec des pourparlers, des contacts qui ont eu de prime abord à Melun. Ouais. Et donc, on voit bien que De Gaulle voulait surtout avoir une possibilité de régler, permettez-moi l'expression, le problème algérien au mieux
des intérêts de la France, et seulement des intérêts de la France. Oui. Et il avait à l'esprit, par exemple, on l'oublie, la partition du pays, avec une région à l'ouest, une région au centre et une troisième à l'est, sans parler, bien sûr, du territoire du Sud, comme pour utiliser la terminologie colonialiste. Et donc, il voulait que cette Algérie algérienne, entre guillemets, mais algérienne au sens français du terme, c'est-à-dire au sens, j'allais dire, pied noir du terme, que cette Algérie algérienne soit toujours en main de la France, avec la nomination d'une sorte de délégué général, qui contrôlerait finalement cet ensemble hétéroclite et qui, de surcroît, pouvait censurer n'importe quelle décision qui aurait été prise au niveau des organes dont il prévoyait de doter ce bric-à-brac, je dirais, invivable. Et donc, il ne pouvait pas avoir à l'esprit, pas encore, l'idée de peuple uni, l'idée d'une nation même, et il s'imaginait encore pouvoir diviser les Algériens, peut-être les uns contre les autres, et puis de la même manière se faire une sorte de rapprochement avec les partisans de l'Algérie française. Alors, le 9 décembre 1960, il entame une tournée qui va débuter à Inti-Mouchent. Oui. Et quand il vient, justement, il ramène ce projet, ce fameux projet dans ses Oui, valises. absolument. Il avait même une proposition d'un gouvernement fantoche. Oui. Il allait nommer... Il allait mettre en œuvre sa politique. Il allait formaliser tout ça, mais il n'avait pas peut-être prévu deux choses. Il n'avait pas prévu la réaction très violente des ultras, donc des partisans de l'Algérie française, notamment le FAF. Le fameux Front algérien. Et puis Front pour l'Algérie française. Oui. Et surtout, la réaction du peuple algérien. Et donc à Inti-Mouchent, les ultras l'attendaient de pied ferme. Ouais. Ils avaient même, pour la petite histoire, parce que parfois la grande histoire est faite de petites histoires, ils avaient déversé de l'huile de vidange sur le parcours qu'ils devaient prendre. Et à ce moment-là, il y a eu un concours de circonstances. Les Algériens en avaient le ras-le-bol, d'une part, et d'autre part, des tentatives de la part des Français de fermer les magasins tenus par les Algériens. Parce que les ultras français avaient décidé de faire grève. Donc tous les magasins tenus par les partisans de l'Algérie française étaient fermés. Et ils voulaient obliger les Algériens non seulement à fermer leurs magasins, mais aussi à manifester pour l'Algérie française. Et c'était, disons, la goutte qui a fait déborder le vase. À Inti-Mouchent, les masses sont sorties. Et il y a eu des manifestations qui rejetaient tant les propositions de Gaulle que les rêves, les gesticulations des ultras. Donc à Oran, il va y avoir une rumeur. Disons que les Algériens se font massacrer à Inti-Mouchent, il va y avoir donc des manifestations aussi, un mouvement important. Le 10. Le 10 à Oran. Et peut-être qu'il faudrait rappeler aussi le contexte de la ville d'Oran. La ville d'Oran, c'est un peu, je dirais, la citadelle du colonialisme. Il y avait un grand nombre de Français et la plupart étaient acquis aux thèses de l'Algérie française, et y compris aux thèses séparatistes, je dirais, des putschistes qui se sont élevés contre De Gaulle. Et donc, il y a eu aussi des manifestations très, très importantes à Oran, au regard de ce qui s'était passé à Inti-Mouchent. Et
n'était pas seulement, il faut le souligner peut-être, une réaction. C'était surtout la preuve d'une conscience nationaliste et une conscience des enjeux du moment. Il faudrait donc à chaque fois réfléchir non pas en termes de réactivité, mais aussi en termes de stratégie, et de conviction. Et en fait, la conviction profonde des masses algériennes était d'appuyer de toutes leurs forces la démarche du GPRA, du FLN et bien sûr de l'ALN. Alors, à Alger le même jour, donc le 10, à Alger, il y a eu qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu un incident. Un incident, nommant les choses de cette manière. À Belouizdad, donc la rue de Lyon à l'époque. Oui, mais avant qu'il n'y ait l'incident, disons, les incidents, je dirais, de la rue Belouizdad actuellement, Lyon à l'époque, il y a eu une bagarre au niveau de la rue d'Isly. Et donc, c'était au niveau des magasins du Monoprix. Et à ce moment-là, il y a eu, disons, des échauffourées et des victimes. Des victimes algériennes, donc musulmanes, comme le rapportent les rapports de l'époque, et la presse aussi de l'époque, parce que, ne l'oublions pas, ça va être important pour l'aura et l'écho qu'auront les événements du 11 décembre, la présence médiatique très forte au niveau de la capitale, donc au niveau d'Alger. Il y avait différents organes de presse qui étaient représentés. Il y avait par exemple l'agence de presse américaine qui a d'ailleurs titré quelques jours après, le 15 je pense, une véritable boucherie. Et donc nous avons des témoins, tout cela est très documenté, je dirais, et cela ne s'est pas passé à huis clos. D'autant que, je soulignais de prime abord, pendant la même période, il y avait ce qu'on nommait à l'époque la question algérienne qui était examinée au niveau des instances de l'ONU. Mais revenons donc à ce qui s'est passé à la rue d'Isly. On aurait donc tué des musulmans et la nouvelle se répand comme de la poudre. Elle arrive aux hauteurs à peu près là où nous sommes, au niveau de la station de l'EPTV, de la télévision algérienne, à côté, à la cité Mehieddine, du côté de Cervantes, du quartier Cervantes, du côté d'El Mouradia, d'El Madania, donc Salambier. Et là, c'est un ras-le-bol général. Il y a d'abord, dans un premier temps, des jeunes qui déferlent littéralement des collines donc qui surplombent toujours Bellecour et qui arrivent donc rue de Lyon, rue Mohamed Belouizdad actuellement. Les jeunes en réaction font face aux des ultras en particulier. Il y avait des jeunes de jeunes nations, il y avait des jeunes. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. C'était des gens extrêmement haineux, extrêmement acquis aux thèses extrémistes, et qui donc réagissent très mal. Et il y a des tirs qui se font entendre des fenêtres. Et on tire. Donc les Français tirent sur les Algériens et il y a 3 morts, 2 hommes et un enfant. C'est extraordinaire parce que, après tout, les Algériens étaient désarmés. Et même les slogans qui étaient brandis étaient des slogans qui n'étaient pas très bien formalisés, je dirais, tout en remettant en cause. Mais il y a un slogan quand même qui est très très symbolique, qui est important, etc. Donc, et c'est là qui confirme donc votre thèse que c'était stratégique, parce que les Algériens ne vont pas dire
algérienne, Oui. donc, mais Algérie musulmane. Algérie, Là, on se Algérie démarque musulmane, carrément bien de sûr, toutes les... absolument, Oui. absolument. Moi, j'avais avancé le fait que ce n'était pas très bien formalisé, parce que par la suite, ça va être formalisé. Mais il y avait déjà On la est le présence... 10 là, c'est déjà le 10. Voilà, le Avant 10, on 11. est toujours le 10, hein, Oui. on est toujours le 10, c'est le soir, nous sommes en décembre, hein, Oui, samedi, décembre. c'est un samedi, Oui. c'est un samedi, et donc c'est le soir, il y a une pluie fine, comme Alger, on connaît toujours, qui s'abat donc sur la zone d'El Hamma, sur le ruisseau, sur Bellecour, et là, on voit littéralement les ultras, les forces de sécurité, parce que Alger était quadrillée, elle était quadrillée tant que par ce qu'on nommait les gardes mobiles, donc les gendarmes, les territoriaux, la police, l'armée. Donc il y avait une présence très importante des forces armées et de sûreté françaises. Et donc là, les jeunes, d'abord quelques centaines, descendent sur la rue Belouizdad, ils s'attaquent au magasin, ils expriment leur révolte vis-à-vis de la politique de répression et des crimes finalement qui sont commis par les ultras, parce que n'oublions pas qu'il y a eu mort d'hommes. Et à ce moment-là, ça commence un peu à dégénérer et les CRS interviennent pour contenir la foule. La foule, elle est contenue, mais elle est un peu dépassée. Enfin, les forces de l'ordre sont un peu dépassées et à ce moment-là, on fait appel aux militaires, disons, aguerris, je dirais, contre les civils. On fait appel à un certain Malo, qui est un pied noir, mais en même temps un officier à la tête d'un régiment de parachutistes de sinistre mémoire, le 18e RPC. Et ce Malo vient des Aurès rapidement, à partir de Tlerma. Et donc ils prennent l'avion à Tlerma et ils atterrissent à Dalbaïda, à Maison-Blanche, et ils arrivent pour réprimer. Ils arrivent pour réprimer, non seulement pour réprimer, mais surtout pour faire des exemples. Parce que c'était un peu l'esprit de l'époque. Faire un exemple, réprimer pour qu'on ne puisse jamais encore avoir la velléité de dire non, de résister, d'être soi et d'être digne. On voulait casser, excusez-moi de l'expression, de l'arabe. C'était le propos. Alors, on contient difficilement les manifestants, ça se calme un peu la nuit. On croit que, disons, la chose est passée. Mais le peuple il passe la nuit, justement. Voilà, à préparer le lendemain. Et donc, le lendemain, les sources sont... il y a plusieurs, en tout cas. Il y a deux sources. Il y a des sources qui parlent de la présence des manifestants, disons, à partir de 5 heures du matin, carrément. Les sources françaises parlent de 10 heures. Donc 10 heures. Et on va s'en tenir, si vous permettez, aux sources françaises pour développer un peu, disons, l'esprit qui régnait. Et donc, que disent les sources françaises? La presse française, Libération, France Observateur, Le Monde rapporte, Le Monde. Je n'ai pas eu à consulter Le Monde. En tout cas, j'ai consulté ces deux titres. Qu'est-ce qu'ils rapportent? Ils rapportent les conversations entre jeunes, la matinée du 11, entre jeunes ultras. Et qu'est-ce qu'on voit, que constatent les reporters? Ils constatent des taches de sang sur le trottoir. Les jeunes devisent entre eux, le journaliste se rapproche et il entend la conversation. Tiens, le sang du melon que nous avons lynché hier, le sang. Et le journaliste est tout à fait étonné, surtout lorsqu'il voit qu'il y a un homme d'un certain âge qui se rapproche et qui dit « Voilà, moi je lui ai enfoncé mon parapluie dans le crâne. » Quel cynisme. Quel cynisme.
Et c'est rapporté donc par des médias français qui sont toujours consultables. Et puis, il y a aussi d'autres groupes qui disent, imaginez, les Arabes sont descendus jusqu'ici, donc nous sommes rue de Lyon, et ils ont même osé rapporter avec eux les drapeaux des pelouses, c'est-à-dire le drapeau algérien. Ceux qui tenaient ces propos n'avaient qu'à bien se tenir. Parce que, quelques heures après, c'est une masse humaine qui, sur la rue de Lyon, sur les différents quartiers d'Alger, Marsol, Salambier, Cité Mhieddine, Moradia, du côté de Ouadoucheya. Donc, il y a une masse humaine extraordinaire qui déferle. Avec ce son strident, les youyous, c'était ça l'alerte. Oui, les youyous, non seulement les youyous, mais il y a aussi un aspect important peut-être à souligner et qui mérite donc peut-être une lecture sociologique. C'est que les femmes étaient présentes, elles étaient au devant des manifestations. Donc ces femmes-là s'étaient émancipées tant des carcans traditionnalistes que de la peur et de la crainte du colonialisme et de la répression colonialiste. Et là, c'est la répression. C'est une répression totale. On tire. Mais c'était le peuple qui va déferler, le peuple dans toutes ses composantes. Le peuple, les étudiants, les chômeurs, ce mot que le français nous a malheureusement légué de Zouefara, c'est-à-dire les ouvriers, le petit peuple, les journaliers. Imaginez tout le monde qui déferle au cri de Algérie indépendante, Vive Farhat Abbas, Vive Farhat Abbas, négociation immédiate. Et donc, nous avons comment dirais-je, une symbiose parfaite entre les masses populaires et leur guide représentant le Front de Libération Nationale. Alors qu'auparavant, De Gaulle toujours cherchait à accréditer une thèse, pour ma part, que je trouve pour ma part rocambolesque, c'est celle d'un peuple, d'un pauvre peuple, terrorisé par le FLN, encadré par le FLN et qui n'avait finalement pas le choix. Et le peuple a prouvé durant toutes ces journées, puisque ça s'est poursuivi. Ça va jusqu'au 16 pratiquement. Pratiquement, jusqu'à l'appel de Farhat Abbas. Et donc on voit bien que le peuple tout entier, malgré la peur, malgré les craintes, malgré la répression, on avait bouclé la Kasbah, de peur à ce qu'il y ait une répétition de ce qui s'était passé au milieu des années 50. Et donc, on avait fait intervenir des régiments de la marine, on avait ramené ce fameux 18e RPC, les bérets rouges. Les supplétifs. Les supplétifs. Tout le monde, finalement, avait participé à cette répression. Et il y a eu, je dirais, des centaines de morts. Alors, on n'a pas justement, par rapport aux victimes, on n'a pas un nombre, on n'a pas. Écoutez, il y a un chiffre qui a été avancé par les sources militaires françaises. C'est le chiffre de 150 morts. C'est impossible qu'il y ait eu 150 morts. Je vais tout simplement vous citer des chiffres. Il y a eu du côté de la Kasbah seulement. Il y a eu 1057 personnes raflées. 1057. Près de 2000 arrestations. Nous sommes dans un périmètre urbain. Comment dirais-je, les forces de répression utilisent des armes de guerre. Il y a, comme vous le disiez, les supplétifs, il y a les ultras, et donc c'est une masse humaine, certes, mais qui se trouve coincée, je dirais, en étau entre les forces de répression, disons, j'allais dire officielles, l'armée et la police et la gendarmerie, et de l'autre côté les ultras aussi. Les ultras donc qui utilisaient les armes. Il y a eu quelques semaines auparavant. On parle d'un vol d'armes, mais en fait c'est certainement avec des complicités. Donc c'était des gens armés.
Ces personnes qui vont être l'ossature de la future OAS étaient là et ils achevaient même les blessés. Oui, ils achevaient les blessés. Les médias français rapportaient qu'il y avait des gens qui étaient tués à bout portant. Ouais. Et donc on voit bien qu'il y a eu des crimes et des massacres, au point que Farhat Abbas parlait de génocide. Ouais, il parlait, lorsqu'il avait pris la parole au travers notamment de Karim Belkacem qui était à la tête de la délégation algérienne à l'ONU, et il parlait de génocide du peuple algérien à l'occasion de ces manifestations violemment réprimées. Mais puisque nous citons Karim Belkacem, ouais. Karim Belkacem avait été était à New York à l'époque. Était à New York et il avait été accueilli par Khrouchtchev. Il avait été reçu par Khrouchtchev avec les honneurs dus à un chef d'État, ouais. À un homme d'État. Ce qui n'avait pas été le cas de Soustelle. Ouais. Soustelle aussi était présent, non pas pour disons, participer au débat, mais pour réaffirmer la thèse erronée française ouais. Qui faisait de la question algérienne une question interne et propre donc à la France. Malheureusement, Soustelle n'a pas eu ni à être reçu par les grands de ce monde, ni à avoir sa pseudo-thèse de questions intérieures avalisée par l'ONU. Bien au contraire, l'ONU est allée vers une résolution en faveur de l'indépendance et en faveur des Algériens et en faveur de tous les peuples du monde. Vous avez évoqué Krim, donc devant Khrouchtchev, il a dit que écoutez les clameurs donc de Bellecour a résonné donc à Manhattan. Oui. Pratiquement, c'est une... Est-ce que c'était un plébiscite? C'est le peuple qui plébiscite la voie de l'indépendance, parce que c'était... Mais en fait, vous savez, le peuple, depuis... 1830. Voilà, a toujours plébiscité. Donc, depuis la Moubaïa, puisque nous célébrons aussi la Moubaïa de l'émir Abdelkader, et la résistance aussi d'Ahmed Bey à Constantine, les résistances qui sont venues après, à aucun moment les Algériens n'ont eu à abandonner cette idée de retrouver leur indépendance, leur souveraineté, de retrouver la nation à laquelle ils appartiennent et à laquelle ils appartenaient et ils ont toujours appartenu, depuis la nuit des temps. Oui. Ahmed Benzlira, le 11 décembre, c'est aussi l'emblème national. Absolument, oui, absolument. Donc, cet emblème, je dirais chéri, c'est un emblème hautement symbolique et au travers des articles que j'ai pu consulter, j'ai vu combien l'attachement à cet emblème était important, était précieux aux yeux des manifestants. Chaque journaliste, dans son compte-rendu, dans ses articles de presse, disait, voilà, nous avons été reçus dans un café, dans l'arrière-salle d'un café, dans un petit quartier, et à chaque fois, on nous a montré un drapeau. Des drapeaux donc aux couleurs nationales, aux couleurs nationales, et souvent d'une manière maladroite, oui, et souvent entachées de sang. Souvent entachées de sang. Donc je pense que le meilleur rappel de la valeur de ce drapeau, c'est de se dire que ce rouge qu'il porte est aussi et surtout le sang de nos chouhada. Le drapeau, voilà donc une journée qui nous rappelle notre journée malheureuse, tragique de notre histoire. Oui. Et tous les historiens font le lien, donc le 8 mai 1945, parce que le peuple est sorti également pour la même chose, c'est-à-dire pour réclamer ouvertement, clairement l'indépendance. Oui. Vous savez, la première victime des massacres de mai 1945 à Sétif a été visé d'abord parce qu'il portait le drapeau national. Voilà pourquoi est-ce qu'il a été visé. Voilà pourquoi est-ce qu'il a été tué. Voilà pourquoi est-ce que, on l'oublie souvent, on l'a privé de vie. Et on a privé ses parents et sa famille d'une coexistence harmonieuse, certainement,
Mais ne l'oublions pas, nous sommes croyants et nous croyons que ceux qui sont morts dans le sentier des martyrs sont vivants auprès de Dieu. Donc c'est une mort valeureuse et vous voyez que nous évoquons jusqu'à aujourd'hui le nom de ce martyr. Et donc l'importance, oui. voilà. Et donc d'abord nous nous inclinons avec émotion et déférence devant sa mémoire. Ensuite, nous ne pouvons pas dissocier le fil qui lie les massacres de Sétif, de Kharrata, de Guelma et d'autres régions de ce beau pays avec les massacres du 11 décembre. Avec les massacres du 11 décembre. Parce que c'est aussi un massacre. Et en fait, le colonialisme, comme l'impérialisme, est un mauvais élève. Il n'apprend pas. Il n'apprend pas et à chaque fois, y compris dans je dirais, les contextes actuels, il n'apprend pas du passé. Alors que le fil d'Ariane est là, il est clair. C'est un peuple digne, c'est un peuple ouvert aux autres, mais qui veut surtout être libre, c'est-à-dire libre et indépendant. Libre et indépendant, et voilà le peuple algérien à chaque fois, dans les moments les plus critiques de son histoire, va surgir sur la scène de l'histoire. Donc on a évoqué le 8 mai 1945, mais il y a eu cet épisode du non-consentinois, donc du 20 août 1955. C'est aussi le peuple qui a choisi son camp clairement, celui du Front de Libération Nationale, de l'ALN. De l'ALN et de la lutte armée. Et de la lutte armée. Donc, je pense que à chaque fois, lorsque l'histoire a exigé de notre peuple qu'il dise son mot, il l'a dit haut et fort. Et donc, nous voyons bien que les choix de la direction politique et militaire, donc l'ALN et le FLN et l'ALN, étaient d'abord une émanation des choix du peuple. On l'oublie souvent. Il y a une sorte je dirais, d'harmonie, de symbiose complète entre les revendications du FLN et les revendications du peuple algérien. C'est indéniable, et je pense que De Gaulle, lorsque il a eu à constater ce surgissement populaire, a pu comprendre que l'Algérie était une nation, qu'elle avait un peuple et qu'elle avait des femmes et des hommes pour défendre la dignité et l'honneur de ce peuple. Est-ce que le 11 décembre était un moment justement, pour abonder dans le même sens que vous, un moment de basculement? Oui, absolument. C'est un moment de basculement parce que il met à bas, il fait échouer toutes les manœuvres. Toutes les manœuvres, en particulier cette manœuvre. En fait, ce n'était pas seulement une manœuvre, c'est peut-être aussi une conviction. C'était peut-être la conviction de pouvoir français. Qu'il fallait, mais une conviction portée surtout, nous n'oublions pas, par l'idée de sauvegarder les intérêts français. Parce que ça a été fait en 1960 d'ailleurs, avec certains pays africains, ça n'a pas marché, on doit le rappeler. Oui. Avec un seul président qui a osé dire non à De Gaulle. Oui. En Guinée, il a dit non, donc il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté cette approche. Le projet de dépendance d'indépendance dans la dépendance. C'est ça. En fait, je dirais, c'est machiavélique. C'est encore un aspect des calculs de la pensée colonialiste. La pensée colonialiste est éminemment négative. Elle est fourbe et elle ne travaille que pour les intérêts du colonialisme.
Et je pense que si nous faisons une telle lecture, nous comprenons pourquoi De Gaulle parlait de communauté au pluriel en Algérie. Et il ne visait pas seulement la communauté dite européenne et la communauté musulmane. Il avait aussi divisé les musulmans selon sa propre terminologie. D'ailleurs, dans les stéréotypes de la colonisation, on parlait l'Algérie était une poussière de tribus. Donc c'est cette conception que De Gaulle avait reprise. Oui, mais je pense que c'est une conception fausse. Archaïque. Non, pas seulement archaïque, parce que nous pouvons retourner la même. Mais nous ne sommes pas dans comment dirais-je, dans le péjoratif, mais nous pourrions dire aussi que la Gaule était un ensemble de tribus, alors qu'à l'époque, la Numidie était déjà constituée. Mais nous ne nous rabaissons pas à ce genre de choses, et ce n'est pas, disons, de... Ce n'est pas là le propos. Voilà, absolument. Alors, est-ce que De Gaulle, justement, ou bien, du moins, c'est-à-dire le premier cercle autour de lui, ne voulait pas, c'est-à-dire jusqu'au bout, se venger du peuple algérien, parce que en commettant un autre crime contre le peuple algérien le 17 octobre à Paris. Donc c'est aussi une manifestation populaire. Oui, il y avait. Vous savez, on a tendance à comment dirais-je, à affaiblir, je dirais, le pouvoir des affects et de l'affectivité sur les décisions d'État et sur les grandes décisions politiques. Mais je pense que nous connaissons assez l'humain pour savoir qu'il n'est pas possible de dissocier, même si on a à l'esprit le fait que les affaires d'État sont au-dessus de l'affectivité, mais on ne peut pas dissocier certains aspects de la prise de décision. Je vais vous citer un sinistre exemple. Lorsque Mitterrand a systématiquement refusé d'accorder la grâce. D'accorder la grâce. Est-ce que vous croyez que c'était parce que c'était une décision d'État? Il y avait un arrière-plan. Lorsque Yves Temps a été condamné et exécuté, alors que la bombe n'avait pas explosé et que même si elle avait explosé, il s'était arrangé pour qu'elle ne fasse pas de victimes. Et donc on voit bien que les affects sont là, ils sont présents. Il y a des relents de racisme, il y a les propos tenus par exemple par De Gaulle, que je ne reprendrai pas, à propos de Farhat Abbas, ne sont pas dignes d'un homme d'État. Lorsqu'on avait établi un parallèle entre De Gaulle et Farhat Abbas, ces autres propos concernant le fait que les deux communautés étaient comme de l'huile et du vinaigre, la communauté musulmane et la communauté européenne, ne sont pas à l'honneur aussi de l'idée qu'on pourrait se faire d'un chef d'État. Mais passons. Je voulais surtout souligner le fait que ce qui s'est passé à Paris, ne peut pas être dissocié de l'ambiance, d'abord de l'atmosphère générale qui régnait à l'époque et du racisme sous-tendait toutes les décisions qui avaient été prises, le couvre-feu seulement pour les Algériens, la répression féroce, le fait qu'on ne soit pas aussi sensible à la souffrance de l'autre. Je pense que tout ça est lié et donc il y a certainement une idée de revanche. Vous n'allez pas devoir refaire ce que vous avez déjà fait à Alger. Revanche, affect, c'est aussi ce comportement que vont avoir
les groupes de l'OS, parce qu'ils vont cibler le peuple et tous les intérêts du peuple algérien, parce que c'est la politique de la terre. Ils ont ciblé non seulement les femmes de ménage. Les femmes de ménage. Vous voyez comment est-ce que les ouvriers, les étudiants. Nous étions, je dirais, transformés en objets, allais-je dire. Pour eux, toutes les femmes algériennes étaient des Fatma et des femmes de ménage. Tous les hommes étaient des Mohamed et des portefaix. Des yaouled. Voilà, et des yaouled, des petits cireurs. Il y a beaucoup de clichés et de convictions, je dirais, profondément racistes qui étaient installés dans l'approche, y compris politique, de la confrontation entre le colonialisme et la révolution algérienne. Mais, alhamdoulilah, je dirais que ce qui l'a emporté, c'est la volonté, la détermination. La détermination. Ouais. Il y a un mot en arabe qui se rapporte aux deux termes, qui est l'azm. Finalement, l'azm nous a permis de sortir de la nuit coloniale, du cauchemar colonial et d'aller de l'avant. La fidélité au serment de novembre. Bien sûr. Et de tous les chouhada. Absolument. C'est puisque nous parlons d'affect, mais je pense que sans vouloir être manichéen, nous nous inscrivons dans un esprit de noblesse, de résistance, de respect et d'ouverture sur l'autre, jusqu'à aujourd'hui. Ouverture sur l'autre, d'ailleurs, après les manifestations du 11 décembre, l'Organisation des Nations Unies va adopter une résolution importante comme un legs pour tous les peuples opprimés, la fameuse résolution 1514, qui stipule l'autodétermination, le droit des peuples à l'autodétermination. C'est une résolution qui fera date, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui est citée en exemple jusqu'à aujourd'hui, pour le règlement des questions qui restent toujours en suspens, malheureusement. La question sahraoui, la question palestinienne. La question sahraoui et la question palestinienne. Et au-delà disons, des différences qu'on peut avoir historiquement, contextuellement, nous ne pouvons pas ne pas établir de parallèle entre les manœuvres du passé et les manœuvres actuelles. Voilà, je tiens à vous remercier vivement, M. Ahmed. C'est moi qui vous remercie. D'avoir évoqué avec nous ce moment important, ô combien important, absolument, de notre histoire, à savoir les manifestations du 11 décembre 1960. Je tiens à remercier également toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente soirée et à bientôt.